De 11 ans et demi à 34 ans, quand même, je n'ai pas versé une larme de mon corps. Et après, pendant le procès, le soir même du procès, je commençais à avoir des émotions qui revenaient. Et donc ça, c'était le mercredi soir. Et jusqu'au samedi, en fait, j'ai mon corps qui pleurait. J'étais heureux. Épisode 5, le combat judiciaire. C'est un long chemin que parcourent les victimes de violences sexuelles et d'inceste, victimes féminines ou masculines. On vient d'entendre un tel témoignage. Psychotraumatisme et ses conséquences sur la santé mentale et physique. Retour des souvenirs des années après les violences en cas d'amnésie traumatique. Prise en charge médicale et psychologique. Et après ? Eh bien après, seuls 10% des viols font l'objet d'une plainte et sur ces 10%, 1% seulement aboutira à une condamnation en cour d'assises. Loi du silence, déni, culture du viol, abandon des victimes, tout explique ces chiffres désastreux alors qu'une reconnaissance judiciaire est utile pour que ces victimes puissent se reconstruire. Il faut que les victimes soient crues, leurs souffrances comprises, que le projecteur soit braqué non sur elles et leurs proches protecteurs, mais sur les agresseurs. C'est un vrai changement dans notre société qui est nécessaire. On en parle avec le docteur Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Le procès de Mazan a montré assez clairement le courage qu'il faut aux victimes pour porter plainte. La parole de Gisèle Pellicot, violée durant 10 ans par plus de 50 hommes recrutés par son mari sur Internet, une femme inconsciente au moment des faits, son mari lui faisant prendre des somnifères à son insu, a été mise en cause puisqu'elle n'avait pas dit non. Sous soumission chimique, ce n'est guère étonnant, mais c'est la même difficulté que rencontrent des victimes d'inceste qui ont vécu la sidération et une amnésie traumatique. On parlera de la formation de ceux qui vont côtoyer ces victimes, mais déjà, comment comprendre que si peu de viols aboutissent finalement à une plainte ? Alors, il y a malheureusement toutes les raisons déjà pour que les victimes n'arrivent pas à porter plainte. On a vu, tant que les victimes sont dissociées, qu'elles ont une amnésie traumatique dissociative, ou qu'elles ont une mémoire traumatique beaucoup trop violente, elles vont pas pouvoir le faire. En plus, il faut aussi voir qu'elles peuvent être menacées, elles peuvent avoir des pressions épouvantables de la famille, par exemple dans les situations d'inceste, des pressions de l'agresseur. Elles peuvent aussi avoir du fait de la mémoire traumatique de l'agresseur, se sentir coupable, honteuse, hein, c'est un élément qui est vraiment très important. Et puis aussi, il y a tout, c'est là où on en vient à votre question, c'est-à-dire toute la société a plutôt tendance aussi à leur dire que si elles parlent, on ne va pas les croire, quoi. Je veux dire, on a fait une enquête qui montre que plus de 30% des personnes, de 30 à 38% des personnes dans l'ensemble des Français pensent qu'il est habituel qu'une victime de viol mente. Il y a tout ce qu'on appelle une culture du viol avec des stéréotypes où de toute façon ça peut pas être vrai. Donc les victimes aussi, elles sont avec cette propagande-là qu'on entend sur les femmes, sur la sexualité, etc. Elles vont avoir peur de porter plainte. Et puis si elles sont pas là aussi tout ce qu'on a vu, si elles sont pas prises en charge, elles sont pas soignées, mais comment elles peuvent affronter une situation de dépôt de plainte, comment elles peuvent affronter une procédure judiciaire qui va être souvent extrêmement maltraitante parce que effectivement, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que les conséquences psychotraumatiques normales et universelles des violences leur sont reprochées. C'est-à-dire qu'on va leur demander des comptes sur des conséquences dont elles ne sont absolument pas responsables et qui sont liées à l'agression qu'elles ont subie, au viol qu'elles ont subi et aux actes cruels qu'elles ont subis. Et notamment, vous ne vous êtes pas débattu, vous n'avez pas dit non, voire vous avez suivi votre agresseur. Voilà, donc on l'a vu avec la sidération, vous n'avez pas crié, vous n'êtes pas débattu, la porte était ouverte, pourquoi vous n'avez pas fui, et puis ensuite pourquoi vous êtes resté. Alors quand on est dissocié, on est sous la coupe de l'agresseur, ça met en place une emprise quasiment directe, la dissociation. C'est-à-dire que l'agresseur donne des ordres, la victime va obéir. Vous savez, on a vu avec le Bataclan, hein, les terroristes, ils ont, à un moment donné, quand ils rechargeaient leur Kalachnikov, ils disaient bon, bah maintenant, levez-vous, vous pouvez partir. Bien entendu qu'ils étaient en train de recharger, il ne fallait pas se lever. Et ben, il y a plein de gens qui se sont levés. Parce qu'ils sont tellement dissociés qu'ils ne peuvent pas s'opposer à un ordre. Donc, un enfant ou quelqu'un dissocié, complètement dissocié, tu me suis, tu viens dans la salle de bain, tu te déshabilles, et puis tu te mets à genoux et tu fais ceci. Et après, la victime, comment elle peut justifier le fait qu'elle l'ait suivi, qu'elle se soit déshabillée elle-même, qu'elle ait obéi à l'agresseur. En plus, les agresseurs, ils adorent dire dis-moi que tu veux que je te fasse ça, écris-moi, envoie-moi un SMS pour me dire que tu voulais ça.
Enfin, ils utilisent cette dissociation et cette emprise pour piéger les victimes. Et puis, une victime dissociée, son discours, il est sans affect. Il est Difficile à comprendre quand on ne connaît pas ça. Voilà, presque tout le monde a vu le film Police, hein, où on voit une petite jeune qui a subi des fellations, des pénétrations orales, pour récupérer son portable. Donc, elle a été violée et elle a l'air d'être complètement à l'ouest. Du coup, ça énerve un peu les policiers qui lui disent « Non, mais il faut que tu te rendes compte que c'est grave. » Bah oui, mais justement, elle est en état de choc, c'est bien que c'est grave. Et comme elle réagit toujours pas, ils lui disent « Mais dis donc, si on t'avait volé ton ordinateur, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Et comme elle réagit pas, il s'écroule de rire. Une personne dissociée, c'est une personne qui va ne pas être crue, qui va être facilement maltraitée, qui va être facilement, dont on va dire que facilement qu'elle n'est pas crédible. Effectivement, voilà, croire cette parole, c'est absolument essentiel. On va écouter cette maman raconter, c'est sur France Culture dans la série documentaire de Johanna Bedeau, l'inceste, c'est dans l'épisode Police-Justice au cœur du déni, comment sa fille a été écoutée. Ce qui a été super pour elle, c'est qu'elle a été crue par plein de gens et les gens lui ont dit. Franchement, une direction d'école qui a été extraordinaire, qui lui a dit « Nous, on te croit. On signale et on te croit et on va le dire au juge. » Un médecin qui lui a dit « Moi, je te crois. » Un psy qui lui a dit « Moi, je te crois. » Enfin, voilà. Elle a beaucoup d'adultes qui lui ont dit « On te croit. » Et à chaque fois qu'elle a parlé, c'est quand même passé quelque chose. Bon, quand c'est comme ça, c'est évidemment exemplaire, oui, quand il n'y a pas remise en cause la parole. Mais dans ces procès, le comportement des avocats, des magistrats peut être très difficile à supporter, être une double peine, hein, pour la victime. Est-ce qu'il faut former tous ces professionnels de la justice et comment on les forme? Alors oui, il faut les former. Il faut les former effectivement sur toute la réalité des violences. C'est-à-dire que déjà qu'ils sachent le nombre de viols qui sont commis, enfin, pour que ce soit pas, ils ne considèrent pas que non, c'est pas possible. Et puis où ça se passe, hein, que c'est pas dans un parking avec un étranger qui vous saute dessus, avec l'image qui est véhiculée. Donc qui connaissent un petit peu tous ces systèmes-là, les mécanismes psychotraumatiques dont on a parlé. Et puis, il faut aussi, parce que, en plus, ce qui se passe, parce que là, j'ai parlé de la dissociation, mais quand la mémoire traumatique explose, souvent, c'est étiqueté, tous les symptômes psychotraumatiques sont étiquetés maladie psychiatrique. Et du coup, ça aussi, ça va entraîner une décrédibilisation. Dernière chose aussi qui décrédibilise les victimes, c'est que les victimes qui sont choisies qui sont ciblées par les agresseurs, c'est les victimes les plus vulnérables. Et c'est celles qui sont les plus discriminées, à commencer par les femmes, mais aussi les personnes handicapées, les personnes LGBT, enfin, toutes les discriminations racistes, etc. Donc c'est elles aussi dont la parole va être le moins prise en compte. Enfin, du coup, tout ça s'additionne totalement. Et c'est pour ça que, parce que là, les derniers chiffres, c'est 6% seulement des victimes de violences sexuelles qui portent plainte. Dernier chiffre officiel, 6%. Et c'est au moins 74% de classement sans suite pour les viols, donc pour des crimes. Hein. Je rappelle qu'un viol, c'est un crime qui est jugé en tant que tel. Donc c'est un des actes les plus graves qui soient, de violation des droits humains. Et que 74% de classement sans suite, pourquoi? Parce que effectivement, là, on considère que les faits ne sont pas qualifiés. On n'arrive pas à qualifier les faits. Mais parce que justement, tout ce qui est en fait pourrait être des preuves médico-légales des violences et retourner contre la victime. Donc il faut déjà prendre en compte le décryptage de la mémoire traumatique. Ça peut donner énormément de données. Le témoignage de la victime, il est essentiel, mais il faut pouvoir le décrypter, il faut pouvoir lire. Est-ce qu'on forme les policiers, les magistrats à ça? Alors, les magistrats, c'est essentiel. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on les forme. Avec Édouard Durand a été pionnier dans cette formation. Moi, j'y ai participé depuis plus de 10 ans. Donc, on les forme en continu et on les forme en initial. On arrive plus à former les magistrats que les médecins, d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, il y a encore beaucoup de magistrats. Il faudrait qu'il y ait des pôles spécialisés, des magistrats qui soient spécialisés dans les violences sexuelles pour mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, il faut qu'ils soient aussi vraiment qu'ils puissent ne pas adhérer à tous ces stéréotypes et cette culture du viol. Ça faut vraiment être vigilant pour ça. Et puis, il faut absolument aussi que la victime soit protégée. Parce que si elle n'est pas protégée pendant une procédure judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Elle va se dissocier à nouveau. Si elle se dissocie à nouveau, son témoignage il va devenir flou, avec des problèmes de repérage temporo-spatial. Elle ne va pas avoir les émotions qui vont avec. Personne ne va la croire. Parce qu'en plus, elle va se
retrouver face à son Oui, agresseur. oui, oui. Donc du coup, si elle est... mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'elle ne se retrouve pas face à l'agresseur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de confrontation directe, qu'il y ait des confrontations indirectes par visio ou des choses comme ça. Par exemple, la Colombie, qui en connaît un rayon sur les victimes de violences sexistes et sexuelles. Je veux dire, la victime n'est jamais exposée à l'agresseur. Lors du procès, c'est deux espaces séparés et par visio. Jamais elle est exposée. Maintenant, on a quand même amélioré les auditions pour les mineurs, où du coup, l'accusé, celui qui est mis en cause, ne peut pas parler à la victime Directement. pour essayer. Mais je veux dire, moi, je me souviens du procès avec Adélaïde Bon, qui a écrit La petite fille sur la banquise. Je recommande cette lecture. Et donc, avec celui qu'on appelait l'électricien, qui a fait au moins 200 victimes. Quand je suis arrivée dans la salle, je tenais la main de ma patiente. Et j'ai vu l'accusé, celui qui était donc jugé, qui a commencé à regarder chaque victime avec un regard atroce. Il était en train de vouloir dissocier chaque victime. Ça, qui réveille le souvenir Voilà. de l'agression. Il sait ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, il faut connaître tout ça. Il faut protéger. Il faut que les expertises, qui ont beaucoup d'importance, on le voit aussi même avec le procès des viols de Mazan, il faut que les experts, c'est pas possible d'être un expert, d'expertiser, sans avoir une formation en psychotraumatologie. Il faut que les juges demandent non pas est-ce que la victime a des problèmes psychiatriques, mais qu'elle demande est-ce qu'il y a des troubles psychotraumatiques. Bien sûr. Il faut pas que, oui, je sais plus comment j'ai dit, mais enfin, il ne faut pas que les juges demandent est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques. Oui, c'est ça. Il faut rechercher des troubles psychotraumatiques. Et il faut que les victimes soient, bien entendu, soutenues tout au long du procès, protégées, pour que ce soit possible. Les victimes, ça augmente le risque de suicide, de passage à l'acte suicidaire, les procédures, ça, c'est pas normal. Ça réactive les traumas, ce qui c'est pas normal. Mais les victimes, elles disent, malgré tout, même si ça a été horrible et tout ça, je le referai. Pourquoi ? Pour protéger d'autres victimes. C'est-à-dire que le fait de porter plainte, c'est aussi dévoiler un agresseur, et c'est aussi protéger d'autres victimes qu'on peut retrouver. Vous savez, on parle toujours de parole contre parole, mais c'est jamais que parole contre parole. Il faut faire des recherches. Il faut aller rechercher aussi dans ce qui a été fait de façon extraordinaire lors de la procédure policière, de l'enquête policière avec Pellico. On a recherché sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. Il faut aller faire ça parce que moi j'ai pas une seule petite victime de violence sexuelle qui ne m'a pas dit qu'elle n'avait pas été ni filmée ni photographiée. Elles sont toutes filmées et photographiées. Donc on peut retrouver tout ça. Et puis on retrouve le parcours. Les victimes, le plus souvent, même quand elles étaient en amnésie traumatique, elles ont déjà parlé. On peut retrouver des témoins qui les ont entendus. On peut vérifier. Et dernière chose qui est vraiment importante, quand il y a eu amnésie traumatique, on sait que la mémoire qui s'exprime est exactement la même que celle qui n'ont pas eu d'amnésie traumatique. C'est la même mémoire traumatique, donc elle est pareille. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison de les empêcher de porter plainte. Ce qui change les choses, bien sûr, c'est la question du délai de prescription. Mais grâce aux victimes qui se sont battues, grâce à des experts comme vous, la loi a changé. Depuis 2018, le délai de prescription en matière de viol sur mineur est de 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu'à ses 48 ans. Il est de 20 ans si la victime est majeure. Pour vous, ça n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut que ce soit imprescriptible ? Oui, parce que ça ne peut pas se justifier. D'abord parce que il n'y a pas de droit à l'oubli. Je veux dire, les victimes, elles ont des conséquences qui durent. Il y a le risque qu'il y ait d'autres victimes. Il n'y a pas de raison qu'on empêche une enquête policière sous prétexte que forcément, s'il y a tellement de temps qui est passé, on ne retrouvera rien. Quand on voit pour le Squarneck, par exemple, heureusement qu'il y a la petite fille là qu'on a crue, mais on a retrouvé plein de victimes. Il avait écrit, enfin, on retrouve plein de choses. On retrouve d'autres victimes, le même mode opératoire. C'est pas parole contre parole. L'argument majeur étant que l'imprescriptibilité ne concerne que les crimes contre l'humanité. Pour vous, c'est un crime contre l'humanité ? Alors déjà, oui, c'est considéré sur le plan européen, par exemple, les violences sexuelles sur enfants sont considérées comme des actes cruels, dégradants et inhumains. Au niveau international, c'est considéré comme des tortures
torture. Donc déjà, c'est des notions qui normalement sont imprescriptibles. En France, on est particulier, hein, parce que par exemple, les crimes de guerre ne sont pas imprescriptibles, alors que dans presque tous les pays, ils le sont. Et puis, ça ne change... ce qu'on ne voit pas, c'est que les victimes, elles ont un droit absolu à pouvoir porter plainte, avoir des droits à des réparations. Alors, il faut dire que même si les faits sont prescrits, on peut porter plainte. Et on peut avoir un procureur et un juge d'instruction qui va faire des enquêtes, etc. On peut rechercher d'autres victimes. Maintenant, on a obtenu aussi une prescription glissante. C'est-à-dire que si on retrouve d'autres victimes, la prescription peut être levée. Nous, ce qu'on demandait aussi, c'est que l'amnésie traumatique dissociative entraîne une levée de prescription. Mais c'est complexe. Enfin, le mieux, c'est une imprescriptibilité. Et le Conseil de l'Europe le recommande de façon très claire. Hein, et on va l'obtenir, on va finir par l'obtenir. Et c'est le moyen aussi de sauver d'autres enfants. Enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il est toujours temps, les agresseurs, ils peuvent faire des parcours jusque très tardivement, hein, jusqu'à 80, 90 ans, ils peuvent continuer à violer. Hein. Se pose aussi la notion du consentement. Aujourd'hui, la loi établit l'âge légal du consentement sexuel à 15 ans, 18 ans en cas d'inceste, mais à partir de 13 ans, les mineurs peuvent consentir si l'état d'âge avec leur partenaire est inférieur à 5 ans. Est-ce que ça va assez loin quand on sait que ces enfants sont sidérés durant l'acte, ne se défendent pas et ne disent pas non, donc entre guillemets consentent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, alors en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... alors déjà, nous, on a obtenu 15 ans. On s'est battu pour ça, parce que les 5 ans, ça, il faudrait les enlever, les différences d'âge. Il faudrait se préoccuper aussi des différences d'âge entre mineurs, ce qui est dans plein de pays, c'est le cas. Parce qu'il y a des frères agresseurs. Voilà. Il faudrait aussi considérer le problème de l'âge mental pour des personnes en situation de handicap lourd. Parce qu'on n'en tient pas compte. Alors, on n'en tient pas compte, théoriquement. Alors, c'est comme toujours... Normalement, la loi, elle pourrait être bien faite parce que tout est prévu dans la loi. C'est-à-dire violence, contrainte, menace, surprise, toute forme de pénétration de quelque nature que ce soit, et d'actes buccaux génitaux, sont des viols. Mais ça veut dire que, par exemple, la surprise, normalement, ça devait poser aucun problème pour un enfant. La contrainte aussi. Je veux dire, un enfant, il est forcément contraint Mais le problème, c'est que c'est pas appliqué et que c'est pas suffisamment défini. Il y a beaucoup de pays qui ont dit que on ne peut pas la sidération ne vaut pas consentement, qui le mettent dans la loi, que la sidération ne vaut pas consentement. Après, il faut faire attention de ne pas trop changer la loi, parce que si on dit que tout rapport sexuel non consenti est un viol, on se retrouve avec des gros problèmes, parce que le consentement, il peut être extorqué de plein de façons. Oui, c'est la question qu'on se pose avec les victimes sous soumission chimique, comme l'était Gisèle Pellicot. Avec ce procès Mazan, on se demande s'il faut modifier la loi et inscrire du coup le consentement dans la loi sur le viol. Alors, normalement, la loi, il n'y a pas de problème, d'ailleurs on le voit bien, ça a bien été qualifié de viol. Parce que la loi le prévoit. Du coup, c'est par surprise. Alors, voilà. Donc la loi, si elle est bien appliquée, si elle n'est pas appliquée avec plein de stéréotypes et plein de méconnaissances psychotraumatiques, il n'y a pas de souci. Il faut faire très attention de peut-être encore étendre la notion de non-consentement. Parce que, par exemple, vous voyez, dans tout ce qui est... quand on fait des bizutages, la victime est considérée comme ne pouvant pas être consentante à subir un bizutage. En revanche, on peut se retrouver avec des femmes qui peuvent être consentantes à subir des actes indignes, des actes qui sont avec plusieurs personnes. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Les atteintes à la dignité, normalement, on ne peut pas consentir à une atteinte à sa dignité. Donc si tout est dans la loi, mais que c'est compliqué à appliquer, est-ce qu'il ne faut pas la modifier quand même ? Alors, moi, je pense qu'il faut l'expliciter plus. Il faut l'expliciter. Nous, c'est ce qu'on avait obtenu avec la contrainte. On avait obtenu, au départ, c'était vu uniquement comme une contrainte physique. Ça a été du coup développé sous contrainte morale. Donc, il faut expliciter les choses et il faut vraiment que les notions psychotraumatiques rentrent dans la loi. Il faut savoir aussi que le décryptage de la mémoire traumatique, moi, je travaille avec Denis Mukwege au niveau international, au niveau prix Nobel de la paix, qui prépare des enfants et des femmes victimes de viols comme armes de guerre. Et du coup, on travaille avec la Cour pénale internationale pour que justement toutes les
tout ce qui est de l'ordre du psychotrauma soit pris en compte au niveau médico-légal comme preuve. Et du coup, on aurait déjà une nette amélioration des choses, rien qu'avec ça. Et donc, on peut améliorer, il y a plein de choses à améliorer, et puis il faut obtenir l'imprescriptibilité, ça c'est clair. Reconnaître la réalité des violences sexuelles et de leurs conséquences psychotraumatiques, mieux lutter contre le déni de ces violences et leur impunité permettra peut-être d'enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, parce que ces victimes meurtries, non protégées, deviennent trop souvent aujourd'hui des bourreaux. Mais il y a de l'espoir, vous le portez dans votre livre « Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels ». On en parle dans le dernier épisode de ce podcast. Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.